On est des jeunes accompagnés par la mission locale de la LIR et on fait rimer écologie et 93. On a fait un stage avec Transsonore pour découvrir le métier de journaliste, mais pas que. On s'est donné rendez-vous le 2 juillet 2025 devant l'usine des transitions à Noisy-le-Sec pour rencontrer des professionnels qui travaillent dur pour le monde de demain. Même sous une chaleur digne d'un four préchauffé à 200 degrés. On vous laisse prendre votre éventail et écouter. Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son. Vous pensez que vos déchets n'ont pas de valeur? Le sprinkler vous fera changer d'avis. Pour beaucoup de ces créations, ce collectif de jeunes artistes et artisans recycle du verre, du papier et plein d'autres matières. Youn, qui était aussi pétillante que créative, nous a guidés à travers leurs ateliers. Alors du coup, ça c'est le sprinkler. On a 400 mètres carrés dans l'usine des transitions et c'est divisé par 11 personnes. Et du coup, en fait, on a une parité. On est moitié artisan d'art, moitié artiste. On essaie du coup d'être égalitaire sur la question de membres avec des identités de genre variées et aussi par rapport aux pratiques plutôt artisanales ou artistes, histoire qu'on reste vraiment dans un entre-deux d'art visuel et de savoir-faire de la main. Voilà, on peut rentrer... Alors, est-ce que pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors moi, c'est Youn de Young. Je suis artiste transmédia. Et du coup, ça veut dire que moi, je fais de l'art plastique. Et je dis transmédia parce que je change tout le temps de médium. Je ne fais pas que du verre ou que du papier. En fait, en général, à chaque fois que j'ai une nouvelle envie, je passe à un nouveau matériel. On vous attend ici ? Ouais, je vais chercher les clés pour l'autre porte. Ça marche. Mais si vous voulez, on peut faire une petite visite. Ah oui. Alors, du coup, notre fonctionnement, c'est qu'on a chacun nos petites stations de travail. Par exemple, là, cette première partie, c'est mon espace de travail. Derrière, il y a encore 2 autres artistes plasticiens, plasticiennes et une laquiste. Et juste à côté, ça, c'est la fonderie. Et du coup, c'est pour faire des sculptures en bronze. Quand est-ce qu'a été créé le sprinkler ? Alors, le sprinkler, nous, on est ici depuis 3 ans. Et d'où est venue cette idée de créer le sprinkler ? Alors, moi, j'étais pas dans l'équipe d'origine, mais en gros, c'était des personnes qui avaient besoin, du coup, une fois qu'ils étaient diplômés, d'avoir un espace de production en Île-de-France, parce que c'est de plus en plus rare, en fait, les métiers, comme on dit, bruyants et salissants, c'est des savoir-faire hyper importants que beaucoup de gens utilisent dans la région, mais qui gênent, en fait. Et du coup, on a tendance à être poussé vraiment en périphérie. Et du coup, c'était pour pouvoir avoir non seulement un lieu de travail pour accueillir leurs pratiques, mais je pense aussi par rapport au vivre ensemble, en fait, de ne pas être dans une agence ou dans des systèmes déjà un peu trop installés. Là, on est sur un fonctionnement horizontal. On voulait créer un lieu où c'est presque comme une forme de syndicalisation au final. Et pourquoi c'est important de préserver les savoir-faire que vous avez ici ? Alors, c'est important de les préserver parce que, du coup, côté artisanat d'art, c'est des savoir-faire qui se perdent. Là, par exemple, on est dans le 93 et c'était une zone industrielle de production à l'époque. Donc, il y avait énormément d'objets qui étaient produits sur place. Sauf que maintenant, la plupart des choses sont délocalisées à l'étranger et la plupart des personnes ne savent plus comment faire les choses qui leur appartiennent en fait de leurs mains. On a un rapport extrêmement marchand aux objets, qu'ils soient de design ou autre. Et du coup, on n'a pas non plus encore la connaissance de ce que ça fait de faire des choses. Et donc, on est extrêmement dépendant à un marché qui nous fait des choses cassantes, obsolètes. Pour moi, il y a un rapport aussi à l'empouvoirment dans le fait de prendre conscience de combien de temps ça prend pour réaliser une chose, plutôt que ce soit quelque chose d'abstrait avec juste un prix dans un magasin. Êtes-vous ouvert à d'autres savoir-faire que vous ne pratiquez pas encore ? Oui, complètement. On évolue aussi au fur et à mesure des espaces qui se libèrent et de nouvelles personnes qui arrivent. Parce qu'au début, on était vraiment très spécialisé métal. Et c'est après qu'est arrivé la vitrailliste et la laquiste, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté ? Il y a d'autres ateliers plastiques. Et en fait, dans le fond de la salle là-bas, c'est des machines partagées. Donc en fait, on a nos petites stations de travail, mais on a des machines et dans la mesure du possible, on utilise l'association pour qu'elle puisse racheter toutes les machines de manière à ce qu'elles appartiennent à tout le monde. Et du coup, on peut aller dans la salle du fond là-bas, qui est une des salles partagées, donc exposition et espace de détente. Ouais. Donc ça, c'est les nouveaux
nouveaux travaux, mais avant, tout était ouvert. Et là, on vient de fermer pour avoir justement l'espace de l'autre côté qu'on va aller voir là juste après. Et en fait, on a fait tous les travaux nous-mêmes. De base, c'était vraiment des murs avec des trous et des fenêtres cassées. Ça a changé. Pourquoi avoir choisi le nom Sprinkler? En fait, le sprinkler, c'est l'objet qui est juste ici, qui est tout rouge. Et en fait, toute l'usine des transitions, c'est une ancienne usine de piles. Et nous, on suppose que ce local-là, c'était l'endroit où ils faisaient probablement les concoctions chimiques. En fait, quand on est arrivé sur le sol, il y avait des traces de choses bleu fluo. Et du coup, en fait, partout au niveau du plafond, il y avait vraiment un système d'irrigation d'urgence, d'où du coup cette sorte de totem de tuyau rouge qui prend, je crois, à peu près 2 mètres carrés de l'espace. Dans la vague écologie, on va dire, là, il y a l'atelier de Lou Motin. Déjà, elle travaille principalement sur une sorte de retranscription des fragments, du GIEC écrit en binaire. Donc, les plaques qu'on voit là, c'est généralement des rapports scientifiques justement sur la question de l'écologie et de la situation actuelle. Il imagine un peu ça comme une sorte de situation post-apocalyptique où des scientifiques désespérés qu'on ne les écoute pas ont décidé de graver ça dans la pierre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le binaire ? Le binaire, c'est un langage qu'on utilise dans l'informatique. Donc, c'est le langage des ordinateurs. En général, les informations elles sont traduites par des 0 et des 1. Comment on entre au sprinkler, en fait ? C'est plus comme si on recrute une sorte de colloque, quoi. Donc, ce qu'on cherche, c'est énormément sur le plan humain. Donc, comme c'est une association, il y a plein d'événements qu'on fait. Je veux dire, pour rentrer au sprinkler, c'est intéressant de juste mettre une tête, voir ce que c'est, parce que c'est pas un cadeau. Déjà, faut louer l'espace. Ensuite, il y a toute une organisation. Et donc, c'est aussi prendre conscience que être dans une association, c'est génial sur beaucoup de points, mais c'est aussi énormément de travail en plus. Et donc, on essaie de repérer plutôt les profils qui ont envie d'être ici et qui seraient aptes à prendre ce genre de responsabilité, quoi. Les vestiaires, ça c'est plus... Ok. Hello. Ça va ? Bonjour. Vous allez avoir une petite ambiance musicale dans votre podcast. Et du coup, Rosalie, t'es ferronnière. Est-ce que tu veux faire une petite présentation Je fais des meubles en métal. Je dessine et je fabrique mes meubles. Pourquoi faites-vous ces travaux? C'est hyper compliqué. Parce que j'aime bien dessiner les choses et les fabriquer après. Il y a la partie d'atelier de fabrication qui me plaît beaucoup, mais sur des dessins que j'ai faits, quoi. Okay. Merci Rosalie. Merci Rosalie, on vous laisse travailler. Je pense qu'on peut retourner vers mon atelier, la porte. Alors ici, on est dans mon atelier au sprinkler. J'ai une paroi coulissante et il y a tous mes outils derrière. D'où viennent vos matériaux que vous utilisez? Alors moi, je travaille beaucoup avec des matériaux de récupération. Donc pendant près de 2 ans, j'ai développé des techniques de travail du papier. Et du coup, la pièce juste ici, ça c'est du papier. Et le fait de... Oups, c'est pas très grave, on va faire tourner ça. Je peux faire... Hop, vous voulez regarder? Moi, mes matériaux, spécifiquement, c'est vraiment des matériaux que je trouve in situ, ça veut dire sur site. Par exemple, j'ai eu une résidence dans la mairie du 5e il y a quelques années. Et dans la mairie du 5e, il y a énormément de papier administratif. Et du coup, tous les jours, il y avait des sacs immenses de papier qu'ils avaient broyés, que je pouvais récupérer pour mes sculptures. Et maintenant, ici, ça va dépendre. Mais du coup, comme je travaille un peu plus le verre, c'est aussi juste le verre qui ressort de la vie d'atelier. Et puis, récemment, j'ai commencé à travailler avec Nanon Choulevitz, qui est une de nos voisines d'atelier, du coup, qui est juste de l'autre côté. Et elle travaille le vitrail. On a pu développer ensemble plusieurs techniques pour découper les bouteilles en fait à chaque endroit et l'idée c'était de la déconstruire au maximum. Ça fait comme une sorte de puzzle et à partir de là on peut créer la forme qu'on veut. Et du coup pour la première pièce assemblée avec ce processus, j'ai fait une longue vue. Le concept principal de mon travail, c'est aussi de comment est-ce que, en tant que créateur aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère nos déchets, en fait, comment est-ce qu'on les transforme, parce que une bouteille en verre, ça va être quelque chose qu'on regarde à peine, qui se casse, sauf que n'importe quelle bouteille en verre qu'on voit, c'est le résultat de centaines d'années de développement et de prouesses, que ce soit autant technique, artisanale que industrielle. Et en fait, on l'utilise mal et du coup, ça devient quelque chose qui est juste un déchet, alors que ses propriétés matérielles, en fait, sont extrêmement précieuses. Et à partir du moment où tu commences
commences à travailler, on va dire, avec ce qu'on traite de déchets, tu te rends compte que le matériel, non seulement tu n'en manques jamais, et en plus, il vient à toi. Pourquoi faites-vous ces métiers ? Je fais ce métier par passion, on va dire. C'est pas un métier dans lequel on tombe par hasard. C'est vraiment un métier où il faut s'accrocher, on va dire. Et je pense que moi, je le fais parce que via ce métier, je me rends compte que je rencontre énormément de personnes différentes. La place sociale de l'artiste est extrêmement fluide. Et du coup, du jour au lendemain, vraiment, tu peux être amené à parler avec vraiment des personnes de tout horizon. Et je crois que mon travail, c'est un prétexte pour m'infiltrer dans ces zones qui ne sont pas les zones d'où je viens, on va dire. Qu'est-ce que vous faites de votre création ? Alors, de mes créations, ça dépend. Soit je vais les exposer donc, dans des musées, des centres d'art, dans des galeries. Les personnes plus du côté artisanat d'art, eux, en fait, ils vont du coup travailler pour plutôt des artistes ou des designers, donc d'autres métiers de la création. Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer dans vos démarches ? On n'a pas de salaire fixe, en fait. C'est comme des auto-entrepreneurs. C'est un peu au jour le jour. Tu ne sais pas forcément combien tu gagnes le mois d'après. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur comment vous collaborez ou comment vous êtes avec les autres dans l'usine de transition ? L'entraide est extrêmement riche ici. Il y a vraiment une mise en commun des ressources. Et une fois par mois, en fait, nous, on est là selon un projet de Est Ensemble et de Romainville et de Noisy-le-Sec. Donc tous les mois, on a une réunion avec ces structures porteuses et politiques et avec nos bailleurs pour justement discuter du futur de l'usine des transitions. Depuis peu, on a commencé à se fédérer pour toutes les personnes sur le site qui ont envie, en tant qu'une grosse association, pour nous-mêmes pouvoir rassembler nos envies et aussi avoir une voix sur la question de qu'est-ce que ce site va devenir. Parce qu'en fait, fin 2027, normalement, il y a des nouveaux travaux qui ont commencé. Et donc, le fait que les frais augmentent, il faut voir si toutes les structures peuvent suivre aussi ou pas. Donc, cette association, c'est notre manière aussi de prévoir ces changements. Alors, aujourd'hui, qu'aimeriez-vous changer dans ces milieux, dans ce travail Ça, c'est un peu le nerf de la guerre ici. Mais en fait, ce type de structure, en général, on fonctionne par bail précaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous fait signer un bail, ça dure tant de temps. Nous, on a de la chance, on a tout de suite eu un truc de 3 ans, mais habituellement, dans le milieu, en général, ils ont 3 mois, 6 mois, 3 mois, parce que les personnes nous utilisent un peu pour du gardiennage et attendent que leurs travaux puissent commencer. Les travaux... Et en fait, il faudrait que les lieux puissent être pérennes, parce que déplacer une fonderie, déplacer un atelier, surtout pour des petites économies, c'est toujours énormément de travail. Un des chevaux de l'apocalypse de la gentrification, c'est des personnes qui arrivent dans des lieux comme nous, qui construisent les choses et qui les réparent et qui les gardent pendant un moment et qui ensuite sont jetées quand tu as un gros projet immobilier qui arrive, quoi. Normalement, c'est pas le cas de l'usine des transitions, mais on va voir. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être passé, d'avoir pris le temps aussi de nous écouter. Tout le plaisir était pour nous, c'était super. Merci de nous avoir suivis. Merci aux professionnels de l'usine des transitions qui nous ont accueillis. Merci Adela pour ce podcast. Merci à Fatoumata pour ce podcast. Merci Ousmane pour ce podcast. Merci Bilal pour ce podcast. Merci à Fodier pour ce podcast. Merci Yasmine pour ce podcast. Merci Ashkar pour ce podcast. Merci Monsa pour ce podcast. Et merci à l'équipe de Transsonore et à la mission locale de la Lyre de nous avoir accompagnés.